Bonjour à tous. Une majorité parlementaire sans gouvernement et un gouvernement sans majorité parlementaire, c'est précisément la situation dans laquelle se trouve la Pologne en ce moment. De par les élections parlementaires du 15 octobre de cette année, l'opposition politique aux dirigeants issus du camp politique de la droite unie ont remporté suffisamment de mandats pour pouvoir créer une coalition de gouvernement et également une coalition parlementaire. Cependant, depuis les élections donc du 15 octobre, les dirigeants, la droite unie, fait tout son possible pour bloquer la passation du pouvoir, ce qui montre bien dans quelle situation se trouve la Pologne en ce moment. On est bien dans une situation de démocrature et donc le gouvernement qui va succéder au gouvernement de Mateusz Morawiecki sera un gouvernement de transition qui devra sortir la Pologne de la démocrature et la mener vers la démocratie. Alors, où se trouve-t-on à présent, politiquement parlant, en Pologne? Le Parlement a élu son bureau, donc on voit clairement qu'il y a une nouvelle majorité parlementaire qui s'est créée. Donc un président qui a été élu, un bureau qui a été élu, que ce soit de la Chambre basse et de la Chambre haute. Malgré cela, le président de la République, Andrzej Duda, persiste à vouloir confier la mission de créer un gouvernement à Mateusz Morawiecki, donc le Premier ministre issu du camp politique La Droite Unie. Et donc à partir du 13 novembre de cette année, date à laquelle cette mission de former un gouvernement lui a été remise par le président, Mateusz Morawiecki essaye de créer un gouvernement et ensuite il va tenter de trouver une majorité parlementaire pour son gouvernement, ce qui est une mission que l'on pourrait considérer comme perdue d'avance, nous avons déjà une coalition qui s'est créée, donc trois coalitions qui ont monté une coalition. Je le rappelle, d'un côté la coalition civique emmenée par Donald Tusk, de l'autre la coalition centriste, la troisième voie, Trzecia Droga, et une coalition de gauche, la Nouvelle Gauche. Ça donne à la nouvelle majorité 248 sièges à la Chambre basse du Parlement. Pour rappel, la majorité absolue à la Chambre basse du Parlement en Pologne est de 231 sièges, donc la nouvelle coalition a la majorité absolue et même plus. Il en va de même au Sénat, donc la Chambre haute du Parlement, où la nouvelle coalition peut compter sur 67 sièges sur 100. Donc, dans la mesure où nous avons une coalition parlementaire qui a été confirmée donc, par les votes du 13 et 14 novembre de cette année, donc date de la session inaugurale et date à laquelle ont été élus donc, les présidents des deux chambres ainsi que les bureaux des deux chambres, il paraît certain que Mateusz Morawiecki et son gouvernement n'arrivera pas à trouver de majorité au Parlement. Cependant, d'un point de vue légal, Mateusz Morawiecki a jusqu'au 26 novembre minuit pour présenter la composition de son gouvernement au président. Ensuite, il sera assermenté par le président ainsi que son gouvernement. Ensuite, Mateusz Morawiecki aura jusqu'au 10 décembre de cette année donc pour demander le vote de confiance du Parlement, donc vote qu'il n'obtiendra pas. Comme je le disais, il est important de le préciser, il n'y a absolument aucune chance pour Mateusz Morawiecki et son gouvernement de trouver une majorité au Parlement, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, sa mission de créer un gouvernement relève plutôt de la fiction, de la réalité virtuelle, voire alternative, que de la réalité réelle. Donc dans tous les cas, cette réalité alternative s'arrêtera le 10 décembre à minuit au plus tard, puisque donc Mateusz Morawiecki, comme je le disais, a jusqu'au 10 décembre minuit pour obtenir le vote de confiance pour son gouvernement. Et à partir de là, la droite unie n'aura plus le choix. Elle va devoir remettre le pouvoir au Parlement. Ce sera au Parlement de jouer et de créer un gouvernement donc qui aura ensuite également donc 2 semaines pour se créer et 2 semaines pour obtenir un vote de confiance. Alors il convient de constater que la coalition parlementaire a déjà créé son gouvernement. Donc nous avons, comme je le disais, d'un côté une coalition qui a été signée. Donc nous avons un accord sur papier. Cet accord donc a été signé et publié. Il est public, donc un accord de 13 pages, 3 chapitres, 24 points. Je ne vais pas revenir dessus puisque j'en ai parlé dans mon enregistrement précédent.
Nous avons donc une coalition parlementaire confirmée par les votes donc des deux bureaux, des deux chambres, et nous avons également donc des pourparlers concernant un nouveau gouvernement. Même si nous n'avons pas de déclaration officielle sur la composition de ce gouvernement, les informations que l'on peut trouver, que l'on peut confirmer, montrent clairement que le gouvernement est construit, peut-on dire, à 99,9%. Il ne manque plus que quelques détails à mettre en place, mais le gouvernement est prêt. Donc les informations que je vais vous donner sont des informations confirmées et crédibles. Donc je vous garantis la crédibilité de ces informations. Alors, à quoi va ressembler le gouvernement qui va prendre le pouvoir en Pologne, vraisemblablement dans la semaine du 11 au 18 décembre de cette année? Donc, le Premier ministre de ce gouvernement, donc, ce sera Donald Tusk, l'ancien Premier ministre polonais, également l'ancien président du Conseil européen et l'ancien président du Parti populaire européen. Donc Donald Tusk aura pour second dans ce gouvernement Władysław Kosiniak-Kamysz, donc qui sera le premier vice-premier ministre, donc le numéro 2 du gouvernement, puisqu'en Pologne nous avons des vice-premiers ministres, des vice-ministres. Donc Władysław Kosiniak-Kamysz, le président du parti agrarien PSL, le deuxième vice-premier ministre, donc le numéro 3 du gouvernement Tusk, ce sera Krzysztof Gawkowski, un des leaders de la nouvelle gauche. Donc voilà pour les trois personnes les plus importantes de ce gouvernement. Donc Donald Tusk, comme je disais, sera Premier ministre, ça c'est sûr à 100%. Donc Władysław Kosiniak-Kamysz, le premier vice-premier ministre, donc le numéro 2 du gouvernement, aura également en charge le ministère de la Défense. Donc ça, c'est une décision qui a été prise pour pouvoir créer les conditions d'une cohabitation tout du moins supportable avec le président, puisque le président Andrzej Duda apparemment essaie d'établir le dialogue avec le parti agrarien, donc Władysław Kosiniak-Kamysz, donc on peut espérer, dans la mesure où le président a également son mot à dire dans les questions de défense, que la prise en charge du ministère de la Défense par Władysław Kosiniak-Kamysz, donc le président du parti agrarien, créera des conditions à une coopération supportable avec le palais présidentiel polonais. Ensuite, le numéro 3 du gouvernement, comme je le disais, Krzysztof Gawkowski, l'un des leaders de la coalition Nouvelle Gauche, lui sera en charge du numérique. Ensuite, les différents ministères. Donc, au ministère de l'Intérieur, Marcin Kierwiński, donc ça c'est un politicien issu de la plateforme civique de Donald Tusk, donc entrant également dans le cadre de la coalition civique, puisque la coalition civique est également une coalition de plusieurs partis. Donc lui sera en charge, comme je le disais, de l'Intérieur, donc c'est un proche collaborateur de Donald Tusk. Ensuite, le ministère des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, donc ancien ministre des Affaires étrangères, c'est d'ailleurs le ministre qui a eu en charge ce dossier le plus longtemps en fait en Pologne, puisque Radosław Sikorski est resté ministre des Affaires étrangères pendant 7 ans, donc à l'époque des deux gouvernements de Donald Tusk, donc 2007-2014. Donc on sait que c'est lui qui prendra en charge les affaires étrangères. Ensuite, le ministère de l'Agriculture sera pris en charge par un politicien du parti agrarien PSL, donc ce sera Czesław Siekierski, donc également un politicien de longue date du parti agrarien. Le ministère du Climat et de la Transformation écologique reviendra à une politicienne du parti de Szymon Hołownia, donc le président du Parlement fraîchement élu, donc en date du 13 novembre, dans le cadre de la nouvelle coalition. Donc ce sera Paulina Henning-Kloska. Donc elle sera en charge, comme je le disais, donc du climat et de la transformation écologique. Ensuite, le ministère des Affaires sociales sera vraisemblablement dirigé par une politicienne de la gauche, donc de la nouvelle gauche, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
Toutefois, donc ça c'est un nom que je vous donne à 99,9% de crédibilité, puisque aujourd'hui, donc il y a encore des négociations en cours concernant le ministère de l'Éducation. Donc il y a une chance sur 100 que Agnieszka Dziemianowicz-Bąk soit ministre de l'Éducation, mais ça semble très peu probable. Donc tout porte à croire qu'elle sera ministre chargée des Affaires sociales, donc comme je le disais, issue de la gauche. Alors, justement, le ministère de l'Éducation. Donc, le ministère de l'Éducation, donc c'est un ministère qui serait assez compliqué à gérer, puisque donc nous avons les grèves, donc les manifestations des enseignants qui demandent des augmentations. Nous avons pas mal de conflits, notamment concernant la façon de gérer ce ministère, concernant les programmes scolaires. Donc là, c'est un ministère qui sera compliqué, puisque donc le ministre de la droite unie, Przemysław Czarnek, donc a déclenché un véritable conflit, d'une part avec les syndicats d'enseignants, et d'autre part avec une partie des familles donc qui ne partageaient pas les idées de la droite unie. Donc il a essayé de mettre en place un programme ultra conservateur, voire national conservateur. Donc ça a créé beaucoup de conflits. Donc aujourd'hui, il faut dire clairement que l'école polonaise est à reconstruire, donc le nouveau ministère de l'Éducation sera compliqué à gérer. Mais ce qu'on peut dire à 100%, c'est que ce sera un ministère qui sera de toute façon géré par la gauche, puisque nous avons deux candidates à ce ministère. Donc la première, c'est Barbara Nowacka. Donc c'est une politicienne issue de la coalition civique, mais également présidente du Parti écologique, donc parti des Verts. La deuxième candidate, donc c'est Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, comme je le disais, donc une politicienne issue de la nouvelle gauche. Mais dans tous les cas, donc les deux candidates sont des politiciennes de gauche. Donc quoi qu'il advienne, ce sera un ministère qui sera géré par la gauche. Ça, c'est une chose qui est sûre. Maintenant, ce qui est possible, voire probable, c'est que le ministère soit coupé en deux, de par la charge de travail qui aura à faire. Donc, d'une part, on aura le ministère de l'Éducation, et d'autre part, on aura le ministère de l'Enseignement des hautes études, de l'enseignement supérieur. Alors ça non plus, ce n'est pas quelque chose de nouveau en Pologne. Dans la Troisième République polonaise, ce ministère a souvent été coupé en deux, donc ça ne fait pas de controverse. Mais c'est possible, donc c'est pas encore décidé à 100%, mais il est possible que ce ministère soit coupé en deux, effectivement, de par la charge de travail qu'il y aura à faire, mais aussi de par les dossiers qu'il y aura à gérer, puisqu'il y a d'une part tous les problèmes inhérents à l'université polonaise, et d'autre part des problèmes liés aux écoles, au lycée. Donc ce sont des dossiers un peu différents, ce sont des matières un peu différentes à traiter, donc il est probable que d'un point de vue pratique, il soit plus simple de diviser ce ministère en deux. On verra ce qu'il en adviendra. Dans tous les cas, c'est ce ministère ou le ministère donc divisé en deux sera géré par une politicienne ou des politiciens considérés comme étant de gauche. Ça paraît sûr et certain. Donc ensuite, nous savons également que donc il y aura un ministère spécial aux affaires européennes qui lui sera dirigé par Adam Szłapka. Donc c'est un politicien issu de la coalition civique, donc politicien issu donc du parti moderne. Donc c'est un parti qui fait partie de la coalition civique. Donc dans la mesure où le gouvernement de la droite unie a passé 8 ans à créer des conflits avec Bruxelles, c'est un enjeu, un véritable enjeu pour le nouveau gouvernement de réconcilier la Pologne avec Bruxelles, avec l'Union européenne. Donc il paraît nécessaire de créer un ministère à part entière qui s'occupe des affaires européennes, et un ministère qui soit à part du ministère des Affaires étrangères. Donc effectivement, donc le ministère des Affaires européennes aura pour charge, alors premièrement, de faire en sorte que la Pologne puisse toucher donc les fonds européens qui ont été suspendus. Donc il s'agit des fonds post-Covid, et il s'agit également de mettre en place donc toute la route à suivre d'un point de vue juridique pour rétablir en Pologne l'état de droit. Donc le ministère des Affaires européennes sera, pourrait-on dire, un ministère de la remise à niveau et de la réconciliation du gouvernement polonais avec Bruxelles. Ensuite, nous savons que le ministre en charge
des services secrets, ce sera Tomasz Siemoniak. Donc Tomasz Siemoniak est issu de la plateforme Civic, c'est un très proche collaborateur de Donald Tusk. Donc là aussi, il s'agira de faire une réforme assez importante et compliquée, puisque les services secrets en Pologne ont été politisés. Donc ce sera un dossier très sensible et ce sera un ministère très compliqué à gérer. Ensuite, nous avons donc le ministère des fonds européens et de la politique régionale. Donc celui-ci sera géré par Michał Kobosko. Michał Kobosko, c'est un nouveau politicien, donc issu du parti de Szymon Hołownia, donc le parti Pologne 2050. Donc ce politicien, donc ancien journaliste, également spécialiste de la politique régionale, de la décentralisation, donc des collectivités. Donc justement, aura en charge donc tout un ministère concernant donc l'allocation des fonds structurels, des fonds européens. Un ministère compliqué, mais peut-on dire un ministère qui sera géré par quelqu'un qui connaît son affaire. Donc un ministère qui semble être taillé sur mesure pour ce politicien, et un politicien qui semble convenir à ce ministère et surtout aux enjeux que ce ministère présentera. Alors, il y a encore donc un ministère qui semble être un enjeu de discussion entre les nouveaux coalitions. Donc c'est un ministère donc qui va être recréé, donc le ministère de l'économie et du développement durable. Ce ministère devrait revenir probablement au parti agrarien, donc au PSL. Alors, ce ministère reste en jeu puisque la gauche, donc la nouvelle gauche, est également intéressée par ce ministère. Donc, il y a plusieurs noms qui circulent. Donc, je ne vais pas vous les donner parce que je ne peux pas garantir la crédibilité de ces noms. Mais ce que je peux garantir, c'est que le ministère, effectivement, va être créé. Et aujourd'hui, ce qui est plus probable, c'est que le ministère en question soit géré par un politicien du parti agrarien. Donc ensuite, le ministère de la Justice est un ministère très sensible, puisque, comme je le disais, la Pologne a toute une route à parcourir pour revenir vers l'état de droit. Donc c'est le ministère de la Justice qui, lui, sera géré par l'ancien chargé des affaires citoyennes, donc Adam Bodnar. Donc lui aura une tâche très compliquée puisqu'il y aura déjà d'une part une judiciarisation probable donc de ce qui a été fait pendant le gouvernement de la droite unie. Donc il faudra sûrement donc créer des enquêtes, donc mener des enquêtes, des investigations, donc comme je disais, judiciariser ce qui s'est passé. D'autre part, il faudra remettre la Pologne sur la voie de l'état de droit, dépolitiser le ministère. Donc ce sera vraiment une charge compliquée. Donc là nous avons un spécialiste donc du juridique qui aura une tâche assez ardue à accomplir, une tâche assez compliquée. Donc il sera sûrement entouré d'experts, mais remettre la Pologne sur la voie de l'état de droit, dépolitiser le ministère, ensuite judiciariser les délits qui ont été commis pendant 8 ans de gouvernement de la droite unie. Ce sera une tâche très compliquée. Ensuite, nous avons donc le ministère du Trésor. Donc, ce ministère sera pris en charge par un politicien de la coalition civique, donc Borys Budka, un proche collaborateur de Donald Tusk, ancien président de la plateforme Civic. Alors aussi un ministère qui sera compliqué à gérer puisque donc le ministère du Trésor devra dépolitiser toutes les entreprises d'État. Donc il y aura toute une rotation de cadres à mener, à gérer. Ça créera sûrement de l'opposition du côté de la droite unique, donc qui a, comme je le disais, politisé toutes les entreprises d'État et donc émis des cadres à eux, à tous les échelons possibles et imaginables. Donc une tâche compliquée qui va demander de la méthode, qui va demander de la détermination. Donc apparemment c'est Borys Budka qui sera chargé de ce ministère. Donc voilà pour ce qui est donc de la présentation du gouvernement. À ce stade, je ne vous présente pas la liste des vice-ministres. Donc en Pologne, il y a souvent donc des vice-ministres. Donc un vice-ministre, c'est quelqu'un qui est chargé donc de certains dossiers. Donc certains ministères ont plusieurs vice-ministres selon les dossiers qui sont à gérer. Donc là, les noms ne sont pas encore, tous les noms ne sont pas encore arrêtés. Donc je ne voudrais pas propager de fake news. Il convient également de garder à l'esprit
que l'on a affaire à un gouvernement de transition. Puisque ce gouvernement aura pour tâche, comme je le disais, de dépolitiser l'État polonais. Et pour exemple, un ministre probable, donc je ne l'ai pas mentionné dans ma liste précédente, puisque c'est un ministre qui reste encore probable, donc ministre de la Culture, ce sera Bartłomiej Sienkiewicz, donc c'est probable, pas encore sûr, mais donc sa tâche principale sera notamment de dépolitiser les médias publics. C'est un gouvernement de transition, donc on voit dans ce gouvernement pas mal de revenants. Donc d'un côté, nous avons comme je le disais, Radosław Sikorski, donc ancien ministre des Affaires étrangères, donc qui revient au gouvernement. Ça suscite quelques oppositions, puisque c'est un personnage qui reste un peu controversé en Pologne comme en Europe. Donc il a été accusé il y a quelque temps d'avoir des contacts non élucidés avec le Qatar notamment, où il a donné des conférences. Donc c'est un politicien qui reste assez controversé. Cependant, sa prise en charge du ministère des Affaires étrangères relève du fait que c'est aujourd'hui, je dirais, le politicien le plus expérimenté en Pologne pour ce qui est des affaires étrangères. Et c'est important puisque aujourd'hui la Pologne doit reconstruire sa diplomatie. Donc d'une part, il faut défaire les institutions qui ont été créées par la droite unie, que ce soit en Pologne ou alors à l'étranger. D'autre part, il faut créer une véritable diplomatie qui soit efficace. Et pour ça, il faut vraiment quelqu'un qui s'y connaisse. Donc, Radosław Sikorski revient au gouvernement et sa tâche principale sera de, tout simplement, disons-le clairement, recréer la diplomatie polonaise et recréer une politique étrangère, parce que la Pologne, depuis que la droite unie a pris le pouvoir en 2015, n'a plus de politique étrangère. Aussi un autre ministère qui sera sensible, mais là non plus je n'ai pas mentionné la candidate dans ma liste, c'est le ministère de la Santé, puisque donc aujourd'hui la Pologne a un souci avec son système de santé. Donc ça c'est un sujet assez sensible, puisque c'est un système qui demande de la réforme, qui demande aussi des arbitrages entre quel service devrait être géré par le soin public, quel service devrait plutôt être remis au privé, quel contrat privé avec des prérogatives de puissance publique. Donc tout ça, donc c'est un dossier sensible, donc tout porte à croire que le ministère de la Santé, même si c'est pas sûr, ça paraît très probable, soit pris en charge par Izabela Leszczyna. Donc Izabela Leszczyna donc est une politicienne issue de la coalition civique. Elle était plutôt pressentie pour le ministère des Finances publiques, mais apparemment donc c'est le ministère de la Santé donc qu'elle va gérer. Et puisqu'on parle du ministère des Finances publiques, donc son ministre n'est pas encore arrêté à 100%, donc je vous donne quand même le nom puisqu'il semble être assez probable. Donc le prochain ministre des Finances en Pologne, ça devrait être Andrzej Domański. Donc Andrzej Domański, donc c'est le premier conseiller économique de Donald Tusk à l'heure d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est lui qui semble être le plus pressenti pour être ministre des Finances publiques. Et ça aussi, c'est un ministère qui va être compliqué à gérer, puisqu'il y a un certain nombre de dépenses aujourd'hui qui ont lieu en Pologne hors budget. C'est-à-dire que la droite unie a créé tout un nombre de fonds donc destinés à financer certains projets, certains dossiers. Donc on sait qu'aujourd'hui, un tiers des dépenses publiques se passe hors budget. Donc il faudra d'abord mener un audit pour voir ce que la Pologne dépense réellement. Il faudra surtout se rendre compte de ce qu'est le budget réel de la Pologne, quel est le déficit de la dette publique, ça on n'en sait rien. On sait par contre que les données que donc le ministère des Finances publiques sous gouvernement de la droite unie présente en Pologne n'ont rien à voir avec les données qui sont envoyées à Bruxelles. Puisque nous avons eu accès à un document qui montrerait que la dette publique polonaise se montrait à environ 200 milliards de zloty, donc une somme énorme. Donc apparemment on aurait un trou budgétaire assez énorme, et tout ça pour l'instant on ne le sait pas, et on ne le saura pas avant d'avoir fait un audit donc du ministère de la Finance et du budget. Et donc c'est une chose qui va être faite par le nouveau ministre des Finances. Et donc comme je le disais, tout semble laisser à penser que ce sera Andrzej Domański qui sera en charge du dossier. Donc c'est pas encore arrêté à 100%, mais c'est le nom qui semble être le plus pressenti. Voilà pour ce qui est du gouvernement, donc des noms qui sont sûrs et des noms qui sont presque sûrs.
Comme je disais, je ne vous donne pas le nom, les noms qui ne sont pas encore arrêtés, qui sont probables mais qui ne sont pas encore arrêtés à plus de 80-90%. Alors, une chose très importante qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, comme je le disais, on a affaire à un gouvernement de transition, mais surtout un gouvernement qui est limité dans sa durée. Puisque, chose qui n'est pas encore dit publiquement, c'est que Donald Tusk ne sera pas Premier ministre plus de 6 à 8 mois. Pourquoi? Puisque donc il est pressenti pour être le prochain président de la Commission européenne. Donc si donc son parti, donc le PPE, Parti populaire européen, gagne les élections européennes, ce sera Donald Tusk qui sera le candidat de ce parti à la tête de la Commission européenne. Donc si effectivement Donald Tusk prend la tête de la Commission européenne, il ne sera pas Premier ministre en Pologne plus longtemps que juillet de l'année prochaine. Donc à partir de là, il faudra trouver un nouveau Premier ministre et il semble que le candidat est déjà arrêté. Donc ce sera Tomasz Siemoniak, donc le nouveau chargé dans le nouveau gouvernement Tusk des services secrets. Donc c'est lui qui semble être le mieux placé aujourd'hui pour remplacer Donald Tusk à la tête donc du gouvernement. Il faut également voir que certains ministres, c'est une information qui est sûre à 100%, quitteront le gouvernement dès les élections européennes. Donc notamment Radosław Sikorski. Donc lui sera ministre des Affaires étrangères que jusqu'en juin de l'année 2024. Ça paraît être sûr. Il en va de même de Bartłomiej Sienkiewicz. Donc si lui est effectivement ministre de la Culture, il le sera juste jusqu'aux élections européennes, puisque donc ces politiciens donc iront au Parlement européen. Donc Radosław Sikorski est déjà eurodéputé, donc il semble qu'il renonce à sa fin de mandat de eurodéputé pour entrer au ministère des Affaires étrangères pour quelques mois. Et tout pense à croire qu'il soit remplacé ensuite à partir de juin de l'année prochaine au ministère des Affaires étrangères par Paweł Kowal, donc aussi un spécialiste surtout de la politique est-européenne. Donc ces informations-là sont des informations donc, qui sont sûres ou quasi sûres. Donc nous avons affaire à un gouvernement qui est là pour un temps limité, comme je le disais. Alors même si Donald Tusk n'est plus Premier ministre à partir de juin-juillet de 2024, et même si certains ministres quitteront le gouvernement, dans sa grande majorité, le gouvernement restera inchangé, puisque nous avons affaire à une coalition qui, dans sa forme non publiée, donc établit clairement donc les changements des divers ministères donc après les échéances électorales. Donc là, ce gouvernement, même si Donald Tusk est remplacé par Tomasz Siemoniak, ça ne créera pas de conflit dans la coalition, puisque tout ça, ça a été négocié. Donc tout ça, ce n'est pas publié, mais ça a été négocié, donc il n'y aura pas de turbulence politique jusqu'aux élections présidentielles en Pologne, ça paraît certain. Il est à noter également que le président donc, du Parlement qui a été, les présidents donc, du Parlement qui ont été élus le 13 novembre, donc de la Chambre basse, donc Szymon Hołownia, issu de la troisième voie, donc président de son parti, donc Pologne 2050, ancien journaliste. La Chambre haute du Parlement, donc le Sénat, donc est dirigée par Małgorzata Kidawa-Błońska, une politicienne de la coalition civique donc de Donald Tusk, de la plateforme civique de Donald Tusk. Donc ce seront des présidentes tournantes. Donc Szymon Hołownia sera président donc, du Parlement pendant 2 ans. Il sera ensuite remplacé à la Chambre basse du Parlement par un leader de la Nouvelle Gauche, Włodzimierz Czarzasty. Il en va de même pour la présidente de la Chambre haute donc, du Sénat, Małgorzata Kidawa-Błońska, qui sera remplacée, elle, par un politicien de la coalition civique. On ne sait pas encore qui, mais ce sera la coalition civique qui aura en charge le Sénat. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces décisions qui ont été prises l'ont été jusqu'aux élections présidentielles, puisque les élections présidentielles donc vont créer pas mal de remue politique, surtout si Donald Tusk quitte la Pologne et devient président de la Commission européenne. Là, on va rentrer dans une nouvelle ère politique. Donc, si donc les élections présidentielles se passent sans Donald Tusk, ce qui est sûr, c'est que le favori pour la coalition civique sera le président de Varsovie, Rafał Trzaskowski, mais nous aurons également 2 poids lourds, à savoir Szymon Hołownia, donc le président de la Chambre basse du Parlement, ainsi que le président du Parti agrarien, Władysław Kosiniak-Kamysz.
donc 3 poids lourds, donc qui vont s'affronter, disons-le clairement, qui vont s'affronter au présidentiel. Donc d'une part, ils vont s'affronter au présidentiel, mais d'autre part, ils vont devoir coopérer dans le cadre de la coalition gouvernementale. Alors, Rafał Trzaskowski n'est certes pas au gouvernement, ne le sera pas, c'est le président de Varsovie, mais ça reste quand même un des leaders de la coalition civique, et tout porte à croire que si Donald Tusk quitte la Pologne, ce sera même le président de la coalition civique. Donc, nous avons une situation où des leaders donc faisant partie de cette coalition, les leaders étant même, peut-on dire, le pilier de cette coalition gouvernementale, vont s'affronter dans le cadre d'une élection présidentielle, donc à voir comment ça peut jouer sur la coalition gouvernementale. Donc ce qu'on peut dire clairement, c'est que jusqu'en mai, juin 2025, cette coalition gouvernementale sera stable, même sans Donald Tusk. Là, il n'y aura absolument aucun souci. Après cela, on ne sait pas comment les choses peuvent se dérouler, parce qu'aujourd'hui, il est compliqué de prévoir qui peut gagner les élections présidentielles, donc qui auront lieu vraisemblablement entre juin et juillet 2025. Alors, comme je le disais, il y aura 3 poids lourds. Donc, d'une part, donc Rafał Trzaskowski, donc aujourd'hui parti favori de ces élections, donc ancien candidat aux élections présidentielles en Pologne de 2020. Ensuite, nous aurons Szymon Hołownia, qui d'ailleurs a déjà commencé la campagne présidentielle, puisque en tant que président de la Chambre basse du Parlement, donc il met en place tout un certain nombre de décisions qui tend à contribuer à sa promotion. Donc d'une part, briefing régulier avec la presse en tant que président de Chambre basse du Parlement, allocution télévisée donc pour les citoyens, ouverture du Parlement aux citoyens, donc tout un certain nombre de décisions qui, en fin de compte, auront pour but de faire sa promotion. Donc on peut dire que Szymon Hołownia est déjà en campagne présidentielle. Donc comme je le disais, Rafał Trzaskowski, donc candidat de la coalition civique, Szymon Hołownia, candidat de son parti, et Władysław Kosiniak-Kamysz, et donc c'est là où l'on peut mettre le plus grand point d'interrogation. Pourquoi? Parce que Władysław Kosiniak-Kamysz aujourd'hui donc n'a pas réellement de chance d'obtenir un bon score aux élections présidentielles dans cette configuration-là. Mais il y a une inconnue, c'est la droite unie, à savoir quel candidat potentiellement peut être candidat de la droite unie. Aujourd'hui, la droite unie, donc le camp politique de Jarosław Kaczyński, n'a pas de candidat pour ces élections. Et tout porte à croire que la droite unie veut arriver à mettre en place une coopération avec le parti agrarien, le PSL, d'une part pour casser la coalition gouvernementale, et d'autre part pour avoir un candidat au présidentiel qui a une réelle chance de gagner. Alors, est-ce que Władysław Kosiniak-Kamysz peut accepter une union avec la droite unie, une coalition avec la droite unie pour peser dans l'élection présidentielle? Je pense que non, parce que le parti agrarien et son électorat n'acceptera jamais que le président du parti agrarien fasse coalition avec la droite unie. D'autre part, il paraît peu probable que l'électorat de la droite unie vote pour Władysław Kosiniak-Kamysz, qui est quand même considéré comme étant quelqu'un qui ne représente pas la droite polonaise au sens où l'entend la droite unie. Donc aujourd'hui, ce projet politique qu'a la droite unie, donc de faire alliance avec Władysław Kosiniak-Kamysz et donc le parti agrarien, semble un projet politique qui est voué à l'échec. Cependant, Władysław Kosiniak-Kamysz donc est un politicien populaire aujourd'hui en Pologne, donc à voir comment est-ce qu'il peut mener une campagne électorale dans le cadre des élections présidentielles. Aussi à voir ce que fait l'union de la droite, donc la droite unie, parce qu'aujourd'hui la droite unie n'a pas de candidat, ou néanmoins n'a pas de candidat qui puisse réellement peser dans les élections présidentielles de 2025. En Pologne, donc le mandat du président est limité donc à 2 mandats, donc le président ne peut faire que 2 mandats. Donc Andrzej Duda inévitablement quittera le palais présidentiel. Qui pourrait être candidat de la droite unie? Ça semble compliqué aujourd'hui comme question. Comme je le disais, il n'y a pas un seul politicien au sein de ce camp politique qui aurait une chance réelle de gagner les élections présidentielles, voire même de se retrouver au 2e tour. Donc pour la droite unie, une coalition avec le parti agrarien, ça paraît être la meilleure des solutions. Une solution qui paraît être inacceptable pour le parti agrarien,
Il est à noter également que si la droite unie perd les élections présidentielles en 2025, ce sera la fin de ce camp politique tel qu'on le connaît, puisque donc ce camp politique perdra totalement le pouvoir en Pologne. Aujourd'hui, donc le pouvoir de la droite unie sur la Pologne se concentre au palais présidentiel, donc il reste 20 mois de mandat à Andrzej Duda. Si la droite unie perd ses élections présidentielles, donc les élections de 2025, donc c'est un camp politique qui sera définitivement repoussé dans l'opposition. Et ça constituera la fin politique de Jarosław Kaczyński. Mais pour l'instant, on en est encore très loin. Ce qu'il convient tout simplement de retenir, c'est que le gouvernement donc de la coalition, qui a une majorité au parlementaire, est créé. Donc il y a quelques petites retouches encore à faire, mais ce gouvernement-là donc est déjà prêt. Néanmoins, il faudra attendre le 10 décembre, le 11 décembre probablement, donc date à laquelle donc prendra fin donc la mascarade qui a été mise en place par la droite unie, donc mise en place d'un nouveau gouvernement de Mateusz Morawiecki, un gouvernement qui n'a aucune chance d'arriver à avoir une majorité parlementaire. Ça paraît complètement exclu. Alors, il est à noter que Mateusz Morawiecki, aujourd'hui, peut-on dire, drague politiquement tous les partis politiques, puisque donc, dans un discours, il a estimé que le programme électoral de la droite unie est un programme électoral compatible avec tous les partis politiques en Pologne, sauf évidemment la coalition civique de Donald Tusk. Donc Mateusz Morawiecki qui propose de créer un décalogue de ce qu'ils appellent la coalition des affaires polonaises. Donc il promet que son nouveau gouvernement ne sera pas un troisième mandat pour la droite unie, mais bien un premier mandat pour la coalition des affaires polonaises. Mateusz Morawiecki qui dit regretter donc l'arrêt du tribunal constitutionnel durcissant le droit de l'avortement en Pologne, donc le droit anti-avortement en Pologne. Donc Mateusz Morawiecki qui reprend dans sa proposition gouvernementale donc des postulats de la gauche, du centre. Donc aujourd'hui, sa proposition est finalement une choucroute une choucroute politique qui devrait plaire à tout le monde. Le fait est que donc sa mission est vouée à l'échec par avance, et c'est pourquoi même si tout porte à croire que Mateusz Morawiecki arrivera à créer un gouvernement, il paraît très peu opportun de s'intéresser à qui entrera dans ce gouvernement, parce que ce gouvernement, une fois qu'il sera nommé, aura une durée de vie au maximum 14 jours. Donc ça paraît absolument peu important, voire pas intéressant du tout d'analyser qui peut entrer au sein de ce gouvernement. Finalement, le seul intérêt de devenir membre aujourd'hui de son gouvernement, c'est d'avoir la prime de départ, puisque donc tous ses ministres et ses vice-ministres et secrétaires d'État qu'il aura nommés, même s'ils sont là pour quelques jours, ont quand même droit à une prime de départ. Donc c'est le seul intérêt pour un politicien d'entrer au gouvernement aujourd'hui. Il est à noter également que la plupart des ministres clés de son gouvernement ont décidé de ne pas entrer au nouveau gouvernement, tels que par exemple l'ancien vice-premier ministre Jacek Sasin, ou le ministre de la Culture Piotr Gliński, donc d'autres ministres, Jarosław Kaczyński qui ne fera pas partie de ce gouvernement de la réalité alternative. Donc aujourd'hui, ce gouvernement, comme je disais, appartenant à la réalité alternative, sera un gouvernement qui durera 14 jours et qui n'aura absolument pas d'importance d'un point de vue de sa composition ou de son contenu. Alors, il paraît important d'un point de vue de l'intérêt polonais que le nouveau gouvernement Tusk puisse entrer en fonction dans la semaine du 11 décembre. Pourquoi? Parce que le 14 décembre, nous avons un Conseil européen, donc ce serait quand même mieux pour la Pologne que le pays soit représenté par un Premier ministre qui soit réellement en charge et qui fonctionne dans la vie réelle, et non un Premier ministre qui est sur le départ et qui de toute façon n'obtiendra pas de vote de confiance du Parlement. Donc tout porte à croire que le gouvernement entrera en charge dans la semaine du 11 décembre. Pourquoi? Parce que comme je le disais, à partir du 10 décembre, donc d'un point de vue constitutionnel, les choses s'arrêtent là. Donc le président n'a plus de rôle à jouer, donc c'est le Parlement donc, qui prend les choses en main. Donc le Parlement nomme son gouvernement. Puisque le gouvernement donc de la coalition parlementaire est prêt, il n'y aura aucun souci pour pouvoir mettre en place ce gouvernement dès le 11 décembre. Le président ne peut pas refuser d'assermenter ce gouvernement. Donc aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de penser
que la droite unie garde le pouvoir plus longtemps que jusqu'au 10 décembre. 11 décembre, c'est la date butoir où devrait être assermenté le nouveau gouvernement de Donald Tusk. Mais comme je disais, le gouvernement Tusk sera un gouvernement à durée limitée, puisque Donald Tusk lui-même devrait être candidat à la présidence de la Commission européenne. Toutefois, son départ ne changera pas grand-chose. Et de toute façon, la coalition parlementaire donc, qui va prendre le pouvoir en Pologne d'ici quelques jours sera stable tant que la droite unie restera unie et représentera une véritable menace politique. Pourquoi? Parce que donc, tous les politiciens donc, entrant dans le cadre de la nouvelle coalition gouvernementale se rendent très bien compte que si leur coalition venait à chuter, ça impliquerait directement, inévitablement, le retour au pouvoir en Pologne de la droite unie. Et ça, ils ne le souhaitent pas. Donc tant que la droite unie aura des chances de reprendre le pouvoir, cette coalition gouvernementale restera très stable et ça, il n'y a pas de raison de penser que le contraire puisse arriver. Alors pour finir, je souhaiterais mettre fin à un malentendu que je vois très souvent donc, dans les médias polonais, mais autres aussi, français, allemands, britanniques, voire américains. La situation polonaise actuelle est souvent comparée à la situation espagnole. Alors, c'est une erreur, voire une hérésie, puisque la situation polonaise d'aujourd'hui n'est absolument pas comparable du tout, je répète, pas comparable du tout à la situation de l'Espagne d'aujourd'hui. Pourquoi? Alors, en Espagne, nous avons une situation où donc, les élections parlementaires ont été emportées donc par un parti, donc emporté au sens où il y a donc la droite a reçu le plus grand nombre de voix parmi tous les comités électoraux. Donc elle n'a pas gagné les élections, elle les a remportées en termes de voix. Donc elle n'avait pas la majorité parlementaire. Donc l'élection également a vu attribuer un bon score donc à la gauche. Et donc il s'est avéré qu'il a été très compliqué de construire une majorité. Donc la droite donc, a reçu la mission de construire sa majorité par le roi d'Espagne. Elle n'y est pas arrivée. Et finalement, 4 mois plus tard, c'est Pedro Sanchez qui a réussi à construire une majorité, pourrait-on dire, assez controversée. Alors en Pologne, nous n'avons absolument, je précise absolument pas eu ce cas de figure. Le 15 octobre de cette année, il y a eu des élections parlementaires qui, en termes de mandat parlementaire obtenus, ont été remportés par 3 coalitions qui déjà, dans la campagne électorale, promettaient une coalition gouvernementale après les élections. Donc, après les résultats sondage, donc le soir du 15 octobre, ou après la publication donc, des résultats définitifs de ces élections donc, le 17 octobre, on savait parfaitement que l'opposition à la droite unie disposerait d'une majorité de 248 voix, 248 mandats à la Chambre basse. Donc, je le rappelle, donc, la Chambre basse en Pologne compte 460 députés. Donc 248 voix, donc c'est bien plus que ce qu'il ne faut pour avoir la majorité absolue, ainsi que 67 mandats au Sénat sur 100, donc la majorité étant de 51 au Sénat. Et donc c'était une chose qui était clairement dit, qui était clairement annoncée. Donc autres éléments, la droite unie qui est arrivée à avoir 194 mandats, n'avait absolument aucun potentiel de coalition, puisque même la Confédération, dont on disait avant les élections qu'elle pourrait être une coalition potentielle pour la droite unie, a dit clairement qu'elle ne ferait pas coalition avec la droite unie, et d'autre part, même si elle le voulait, ça ne change rien, puisque la Confédération a reçu 18 mandats donc, au nouveau Parlement, donc 194 plus 18, ça ne fait pas 231. Donc, le 17 octobre plus tard, on savait parfaitement que la droite unie n'avait absolument aucune marge de manœuvre pour créer une coalition gouvernementale. C'était sûr, c'était clair pour tout le monde. Il n'y avait aucune façon pour le camp politique de Jarosław Kaczyński de créer une majorité parlementaire pour avoir un vote de confiance pour son gouvernement. Donc dès le 17 octobre, on a affaire à une mascarade en Pologne, une mascarade qui a été mise en scène par le président, donc qui défend les intérêts de son parti politique ainsi que son camp politique, mascarade destinée à garder le pouvoir le plus longtemps possible. Puisque le président n'avait absolument aucune raison objective de penser que son camp politique pourrait arriver à construire une majorité, et combien même il le pensait, le 13 novembre, les votes au Parlement ont confirmé que la coalition d'opposition avait la majorité. Par ailleurs, ces votes ont même confirmé que son camp politique avait moins
des 194 mandats qu'il a obtenus lors des élections parlementaires du 15 octobre de cette année, puisque un certain nombre de députés donc de la droite unie ont voté avec l'opposition lors de l'élection, par exemple, du président du bureau du Parlement, des bureaux du Parlement, voire, puisque un certain nombre de sénateurs également ont voté contre la droite unie. Donc, à partir du 13 novembre, le président n'avait absolument aucune raison de penser que la droite unie avait une quelconque chance de monter un gouvernement. Donc aujourd'hui, on a affaire en Pologne à la passation de pouvoir la plus longue dans l'histoire de la Troisième République. Mais pourquoi? Parce que on a à faire face à une mauvaise foi, voire une très mauvaise foi du côté du président et du côté de la droite unie, qui ne veut pas céder le pouvoir et qui tend à alourdir cette passation de pouvoir qui est très compliquée, à la rallonger. Donc aujourd'hui, on arrive quasiment à plus d'un mois et le gouvernement Tusk, issu de l'opposition, pourra prendre ses fonctions à partir au plus tôt, à partir du 11 décembre. Donc on va se retrouver à 2 mois après les élections parlementaires. Alors, c'était absolument pas nécessaire d'en arriver là, puisque comme je le disais, une situation totalement différente que ce qu'on a eu en Espagne. On avait de suite, on avait l'assurance, la certitude de pouvoir avoir une coalition parlementaire qui pouvait prendre le pouvoir sans aucun problème. Donc le président aurait très bien pu convoquer une semaine après les élections parlementaires la nouvelle assemblée qui aurait élu ses bureaux, donc le bureau du Sénat, de la Chambre basse, donc de la Diète. À partir de là, une majorité, une coalition aurait été confirmée de par les votes à l'Assemblée. Il lui aurait suffi de nommer donc un candidat de cette majorité issue donc des votes de l'Assemblée, qui aurait pu créer un gouvernement. Donc ça aurait été la voie la plus logique. Il n'avait absolument aucune aucune raison objective, aucune raison d'État ou quelconque autre raison qu'une raison partisane de donner la mission de créer un gouvernement à Mateusz Morawiecki. Aujourd'hui, on a bel et bien affaire à une situation qui est ridicule. Donc c'est une mascarade. Et on perd du temps, mais ce temps, la Pologne le perd, mais la droite unie le gagne pour pouvoir continuer à s'octroyer des primes, pour pouvoir continuer à détruire des preuves de 8 ans de gouvernement, de leurs délits. C'est un temps que la droite unie utilise pour créer de nouvelles offres de marché, pour distribuer des fonds publics à des organisations proches de leur camp politique. Ça se passe à tous les niveaux des ministères polonais. Et aujourd'hui, on ne peut rien y faire puisque le président a verrouillé le système. Et aujourd'hui, si effectivement il y a des délits qui sont commis, le président s'en rend complice puisque donc il a verrouillé le système. Il a fait en sorte que la droite unie puisse avoir 2 mois pour quitter le gouvernement pour la passation de pouvoir. Et ces 2 mois sont utilisés par la droite unie justement pour au maximum utiliser ce temps à, d'une part, détruire les preuves de son action, d'autre part, simplement s'enrichir, augmenter son capital financier. Donc, une situation qui n'a rien à voir du tout avec la situation espagnole. Comme je le disais, le gouvernement issu de l'opposition aurait pu prendre ses fonctions déjà début novembre, il n'y avait aucun souci d'un point de vue constitutionnel ou juridique. La coalition était prête, on avait une déclaration de coalition, mais si aujourd'hui la passation de pouvoir se passe mal et qu'elle traîne en longueur, c'est bel et bien parce que le président Andrzej Duda et son camp politique l'ont choisi, c'est bien parce que c'est là que se trouve leur intérêt politique et financier. Donc on a vraiment affaire à de la mauvaise foi, et encore de la mauvaise foi du côté du président Andrzej Duda qui a démontré une fois de plus qu'il était président d'un parti et pas d'un pays. Et on a affaire à de la mauvaise foi du côté de la droite unie qui fait tout ce qu'elle peut pour garder le pouvoir le plus longtemps possible parce que chaque jour où elle reste au pouvoir, c'est un jour où elle peut gagner des millions en s'octroyant des fonds, des primes et toutes sortes de privilèges indus. Mais dans tous les cas, cette mascarade devra s'arrêter le 10 décembre de cette année. Donc à partir du 11 décembre, la Pologne va rentrer dans une nouvelle réalité et la passation du pouvoir gouvernemental devrait s'achever définitivement, en tout cas dans cette mandature du Parlement. Et tout porte à croire qu'on aura, comme je disais, une coalition stable qui gouvernera le pays tant que la droite unie sera unie. Les membres de la coalition prochainement gouvernementale
qui ont conscience du fait que une fissure dans leur coalition, c'est un pas qui rapproche la droite unie de la reprise du pouvoir en Pologne, resteront unis, quels que soient les problèmes et les obstacles à surmonter, parce que le retour de la droite unie en Pologne est une chose dont, peut-on dire avec assurance, avec sûreté, avec certitude même, les membres de la coalition gouvernementale, prochainement gouvernementale et leurs électeurs ne veulent pas. Mais ce que montre cette passation du pouvoir très compliquée, ce que montre donc la façon dont donc, le président fait preuve de mauvaise foi et verrouille le système pour que son camp politique garde le pouvoir quelques jours de plus, est une preuve évidente du fait que la Pologne sort d'une démocrature et revient vers une démocratie, puisque cette façon de se comporter, la façon d'agir dont agit le président Andrzej Duda et son camp politique, la droite unie, c'est une façon d'agir des régimes autoritaires, antidémocratiques, des régimes qui font tout pour ne pas respecter un vote, pour garder le pouvoir et ne pas passer le pouvoir à l'opposition, même si celle-ci a remporté les élections, qu'elle est en droit d'avoir le pouvoir dans un pays. Donc, le comportement de Jarosław Kaczyński, de Andrzej Duda, de Mateusz Morawiecki, de tous les politiciens de la droite unie montre clairement un mépris de leur part pour la démocratie, puisque, comme je le disais, effectivement, 7 600 000 électeurs ont voté pour la droite unie, mais il convient de rappeler que 14 millions d'électeurs ont voté aux élections parlementaires du 15 octobre de cette année contre la droite unie. Donc aujourd'hui, il y a une attente de la société d'un changement de pouvoir, et cette attente semble être ignorée d'une part par le président qui, comme je le disais, a démontré une fois de plus qu'il était le président d'un parti et pas d'un pays, et d'autre part par la droite unie qui fait tout ce qu'elle peut pour s'accrocher au pouvoir bec et ongle. Mais ces possibilités de s'accrocher au pouvoir s'arrêteront le 10 décembre de cette année, ce qui ouvrira une nouvelle ère dans la politique polonaise, et peut-on également l'espérer, un retour de la Pologne vers l'état de droit et la démocratie. Voilà ce que l'on pouvait en dire à cette heure. Je ne manquerai pas de revenir vers vous, mesdames, messieurs, si d'autres informations venaient à se présenter à nous. Ceux qui estiment que cet enregistrement a une quelconque valeur, je les invite à le liker. Ça lui fera pas de mal, et à son auteur non plus. J'invite également tous ceux qui estiment que ma chaîne YouTube a une quelconque valeur, utilité, à bien vouloir s'abonner à cette chaîne et à en parler à vos contacts. J'attends également vos questions, vos commentaires, qui sont tous les bienvenus. Je reste à la disposition de ceux qui souhaiteraient un commentaire dans les médias ou qui souhaiteraient entrer en contact, qui auraient des questions précises concernant la situation politique en Pologne. Je tiens à redire une fois de plus que je ne donne que les informations qui sont confirmées. Donc, je garantis la crédibilité de mes informations. Je ne donne jamais d'informations qui ne sont pas sûres, qui ne sont pas confirmées. Celles-là, je préfère attendre pour les transmettre. Donc, les informations que je vous remets dans mes enregistrements sont des informations qui sont confirmées. C'est ma façon de travailler et j'y tiens. Pour l'heure, je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à mon enregistrement, à cette vidéo. Dans un futur très proche, je ferai d'autres vidéos en langue française, en langue polonaise, des vidéos concernant donc ce qui se passe en Pologne, en France, ce qui se passe dans le monde. Rappelons-nous que ce qui se passe même des fois à des milliers de kilomètres de chez nous a un impact important sur notre vie quotidienne. Donc c'est important de savoir ce qui se passe, c'est important de connaître le monde qui nous entoure parce que il impacte notre quotidien. Pour l'heure, je vous dis à très bientôt.